Bonjour tout le monde. Je me présente Édouard Castonguay-Foisy, attaché de presse au cabinet de la mairie. C'est moi qui vais animer la conférence de presse aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Monsieur le maire de la ville de Lévis, Gilles Léolier, va faire le bilan des 3 mandats à la tête de la ville de Lévis. Alors je vous mentionne aussi qu'il va y avoir une période de questions là, à la suite de la conférence de presse. Sans plus attendre, Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Eh bien, bonjour. Voilà. D'abord, je m'excuse du contexte dans lequel je fais le point de presse. Je sais que les médias sont fort en demande aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je le fais parce que je tenais à le faire avant la dernière assemblée publique du Conseil, qui, comme vous le savez, aura lieu demain. Et simplement vous dire que je suis très fier de ce qu'on a fait au cours de ces 12 dernières années. Et au fond, je pense que servir la population, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et donc, je l'ai fait avec grande passion. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai intitulé ma communication « Merci à la population lévisienne ». Merci à la population lévisienne, puisque ensemble, je dis bien ensemble, avec l'ensemble de la population lévisienne, parce qu'on a un des milieux de vie les plus dynamiques au Québec, et c'est ce qui explique donc notre réussite au cours de ces 12 dernières années, c'est le dynamisme du milieu lévisien qui est, je vous le dis, hors de l'ordinaire et nettement tourné vers l'avenir. Alors donc, c'est avec cette population, ce dynamisme du milieu, le milieu communautaire, le milieu économique, le milieu social, le milieu culturel, que j'ai eu l'honneur de réaliser de belles choses au nom de la population lévisienne. J'ai consacré ma carrière municipale, dans le fond, à servir les citoyennes et citoyens, à faire évoluer la ville du meilleur que j'ai pu, avec toute l'équipe des élus municipaux, l'ensemble du personnel. Et j'ai toujours été, surtout, à l'écoute constante et j'ai toujours eu une proximité, je dirais, quasi exemplaire auprès de mes concitoyennes et de mes concitoyens. Et lorsque la situation l'exigeait, je n'hésitais pas à adapter nos actions en fonction de la réalité de notre ville. Mon rôle premier a toujours consisté à porter les valeurs qui nous unissent comme communauté et à leur donner une forme concrète à travers des projets rassembleurs. Le citoyen a toujours été au cœur de mes décisions. Mon approche a été guidée par une conviction profonde. Stimuler et accompagner le dynamisme du milieu sans jamais s'y substituer. Très important. C'est très important parce qu'au fond, quand on arrive comme maire d'une ville ou qu'on arrive comme un conseiller municipal dans un quartier, on peut avoir nos idées, nos schèmes de pensée à nous qui nous sont personnels, et c'est normal. Et on peut arriver aussi avec nos valeurs. On arrive avec nos valeurs. Mais une chose qui est sûre, une fois qu'on est à la table d'un conseil municipal, oui, on continue à cheminer avec nos valeurs, mais en même temps, il faut avoir présent à l'esprit l'intérêt de la collectivité, tout le temps. C'est fondamental. Et un des éléments qui m'apparaît le plus important, surtout quand on est maire dans une ville, c'est qu'il faut avoir la capacité, non seulement la capacité, mais la volonté de développer autour de la table du conseil municipal des consensus. C'est important. Et ce même dans le cadre d'un conseil municipal où il y a des oppositions. Je le dis parce que ça va être important pour l'avenir. Ça va être important pour l'avenir parce qu'aujourd'hui, on est dans une société plus éclatée, avec beaucoup d'idées qui arrivent. On a les extrêmes, extrême gauche, extrême droite, centre-droite, centre-gauche, etc. Alors, on a divers courants de pensée qui sont, disons, beaucoup moins homogènes
qu'au moment où j'ai commencé en politique en 1986. C'est fou ce que je vais vous dire là, mais en 1986, quand j'ai commencé, tout le monde dans une collectivité avait à peu près la même perception du développement économique. Tout le monde avait à peu près la même perception donc de la vision d'une ville, etc. Donc, c'était relativement homogène. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'expression, maintenant les gens s'expriment davantage. Alors donc, on a divers courants de pensée. Quel est le rôle du maire à l'intérieur de ça? C'est toujours se dire, on peut avoir des idées, on peut avoir de beaux projets. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivé en politique, mon grand projet, je vais vous en parler, c'était l'aménagement de la bordure fluviale. Je voulais qu'on redonne le fleuve à la population. C'était un rêve. Combien de temps ça a pris à le réaliser? 10 années. Combien ça a pris de temps pour réaliser enfin la relance de la construction navale? Le premier mandat qui m'a été confié comme conseiller municipal en 1986, 39 ans. En politique, il faut être patient, mais il faut surtout être capable, autour d'une table, de un peu laisser ses idées personnelles à la porte d'entrée. Et quand on entre, essayer d'aller chercher le plus possible les consensus à travers les membres du conseil municipal pour qu'on puisse se donner une gestion dans l'intérêt de la collectivité. Et ça, je l'ai toujours fait avec conviction. Et c'est la raison pour laquelle, ma grande fierté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en 12 ans, je n'ai jamais eu aucune défection d'un élu municipal. Aucune. Pourquoi? Parce que pour moi, chaque élu, dans ce qui représente son quartier, doit avoir la même importance, peu importe à quel parti politique il appartient. Et ça, j'en ai toujours fait une profession de foi, pratiquement, où, par exemple, vous l'avez vu lors du dernier mandat, je me suis même assuré que les élus de l'opposition avaient les mêmes droits et les mêmes fonctions qu'un élu qui est avec moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai donné des présidences de comités et des commissions à des élus de l'opposition, aux grandes dames de certains membres de mon équipe même, qui disaient « Ah, ça n'a pas d'allure ». Non, j'ai dit, ces gens-là ont été élus démocratiquement par la population. Ils ont droit, eux aussi, à faire partie de la solution. Alors donc, en ce sens-là, je ne regrette pas la décision que j'ai prise en début de mandat d'avoir donné. Et ces gens-là, je parle de M. Bonin, bien sûr, et de M. Fallu, ont fait un travail fantastique au sein des présidences que je leur ai accordées. Vous voyez, ils me faisaient rapport à chaque année, etc. Alors, je veux le dire parce que c'est important. Donc, et c'est ça, porter les valeurs qui nous unissent. Porter les valeurs qui nous unissent, c'est aussi être capable de dire, OK, moi, j'ai une volonté de réaliser ceci, mais si je ne réalise pas tout à fait le ceci, mais qu'en même temps, c'est intéressant pour la collectivité, ben voilà comment on développe des consensus. Et je pense que pour l'avenir, le rôle, mon souhait le plus cher, c'est que les gens qui vont obtenir cette fonction-là, pas seulement qu'à Lévis, partout au Québec, on le constate. Il n'y a rien de pire que les clivages au sein d'un conseil municipal. Il faut vraiment que les gens cherchent à développer des consensus. La collectivité, c'est à ça qu'elle s'attend. Alors donc, au cours de ces années-là, évidemment, le citoyen a toujours été au cœur de mes décisions, mais on s'est hissé, et c'est pas pour rien, au palmarès québécois et canadien. On a eu une croissance démographique soutenue. Écoutez, depuis que je suis là, à peu près 20-25 000 de plus en population. C'est quand même énorme, tu sais. Je veux dire, et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Et on s'est distingué comment? On s'est distingué en obtenant, dans le fond, des titres qui sont les plus importants au Québec et au Canada. Être la ville la plus heureuse du Québec dans les grandes municipalités, c'est quand même pas rien. Être la plus sécuritaire au Québec, offrir la meilleure qualité de vie, vitalité économique, on est champion depuis les 10-12 dernières années, meilleur endroit où vivre au Québec, meilleur taux d'emploi, un revenu médian maintenant qui est 25 % plus élevé que la moyenne des 10 grandes villes. Je le répète, 25 % plus élevé, le revenu médian par personne, et 25 % plus élevé à Lévis. Pourquoi? Parce qu'on a misé davantage sur les emplois à valeur ajoutée.
Donc, au cours des dernières années, avec la population, tous les organismes du milieu, le milieu économique, le milieu social, communautaire et culturel, on a mis en place les outils nécessaires pour hisser la ville de Lévis au rang des grandes villes. Lévis n'est plus une banlieue. Lévis n'est plus la rive sud de Québec. Et souvenez-vous, on avait, le long ici, sur notre artère principale, comment s'appelait le boulevard Guillaume-Couture? Le boulevard de la rive sud. C'est plus que de redonner, de rappeler l'histoire de Guillaume Couture, le fait qu'on a changé le nom du boulevard. On a changé le nom du boulevard de la Rive-Sud parce que Lévis est maintenant une ville qui stimule sa propre croissance. Ce n'est plus une ville de banlieue, de bungalow. C'est une ville avec 5 100 entreprises, 80 000 emplois à Lévis, et les emplois parmi les plus, non seulement parmi les plus rémunérés des 10 grandes villes. Alors donc, c'est ça, le succès d'une ville. Et quelles ont été nos visions? Je les résume en 6 éléments essentiels parce qu'au fond, je vais vous envoyer le bilan du communiqué version longue qui a à peu près 10-15 pages. Je pense qu'il y a une quinzaine de pages. Mais au fond, je voulais vous dire que, au fond, j'ai essayé de résumer un petit peu les principaux éléments. Donc, pour moi, évidemment, vous le savez, la mise en valeur du fleuve et des affluents a toujours été ma motivation profonde. Je me disais, il faut qu'on développe le volet qualité de vie à Lévis, ce qui a manqué grandement, puisque avant que j'arrive en 2013, Lévis, c'était vraiment une ville de banlieue. C'était une ville où on n'avait à peu près aucun équipement. Il faut le dire, on est parti de zéro. Tout était à construire, tout était à bâtir. Je parle au niveau du volet qualité de vie parce qu'une ville qui connaît une forte croissance économique doit se doter d'équipements de qualité de vie. Donc, moi, on a tablé beaucoup avec mon équipe sur la mise en valeur du fleuve et des affluents. Évidemment, le magnifique parcours des Anses qui longe le fleuve. Donc, j'ai pu réaliser dans les années 1990, après 10 ans de bataille, on a pu le faire en 2001. Dès mon arrivée comme maire, tout l'aménagement du quai Paquette, ça pour nous, ça a été important. Le parc de la Rivière-et-Chemin, le parc des Chutes de la Chaudière, le parc, les parcs du Québec et de Lanzarote, où on s'est porté acquéreur de propriété, le parc de Pointe-la-Martinière, la magnifique passerelle vélo au-dessus de l'autoroute 20, donc à 3 arcades pour relier les quartiers entre eux. Et qu'avons-nous voulu faire avec la mise en valeur du fleuve et des affluents? C'est d'unir ensemble les 10 ex-villes en utilisant les cours d'eau. C'est ça, dans le fond, la stratégie. C'est qui veut donc dire qu'une famille, maintenant, peut partir de Bréquéville en vélo, traverser l'emprise ferroviaire, longer la rivière Chaudière, traverser l'emprise ferroviaire qui était abandonnée, qu'on a récupérée, et donc se rendre à Saint-Jean-Chrysostome, longer la rivière-et-Chemin jusqu'à Saint-Romuald, longer le fleuve, parcourir Saint-David, Saint-Romuald, Lauzon, et après prendre la passerelle pour aller rejoindre Pintante. Alors, c'est ça qui est extraordinaire dans notre ville, c'est ces liens qu'on a pu créer autour de la mise en valeur du fleuve et de ses affluents. On a inauguré récemment le parc de la Pointe-Benson et il y a un magnifique projet auquel on est associé, que j'ai annoncé la semaine dernière. Imaginez-vous, le parc du Juvénat Notre-Dame, un des plus beaux sites en bordure du fleuve. Alors, il faut saisir toutes les occasions, 8 500 000 d'investissement, dont à peu près $1 million par la ville, où on va avoir la promenade de Lévis, le parc de la Pointe-Benson. Et il faut poursuivre. Il faut poursuivre le rêve. Et le prochain rêve, c'est, on le sait, c'est la passerelle, la restauration du pont Garneau, créer une magnifique passerelle à l'embouchure de la rivière Chaudière, créer un parc linéaire qui va longer la rivière Chaudière comme celui de la rivière Etchemin et qui va passer et qui va permettre de passer à travers les obstacles que sont actuellement l'autoroute 20 et la route 73 de la Beauce qui rendent plus difficile l'accès au parc des Chutes de la Chaudière. Alors, essayez de vous imaginer que vous traversez sous la 20 en vélo le long de la rivière Chaudière, vous allez arriver directement au pied des Chutes de la Chaudière. C'est extraordinaire. Alors, c'est ça, continuer
le rêve, donc de la mise en valeur du fleuve et des affluents. Aussi le développement des 10 grands parcs urbains qu'on a fait. On a développé le plus grand parc écologique de tout l'Est du Canada, le parc de la Grande Plaie Bleue. C'est la plus grande réserve écologique sauvage au Canada, jamais encore existante, donc à l'état naturel. Et après, on a procédé à une mise à niveau des équipements sportifs communautaires et culturels. Et là, vraiment, au niveau de la ville, je vous donne juste des exemples concrets. Complexe aquatique multifonctionnel à Saint-Nicolas, c'est quand même 30 millions de dollars. Quand vous intégrez 30 millions de dollars à un programme quinquennal d'immobilisation, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'agrandissement du centre culturel qu'on a inauguré récemment, 25 classes de musique parmi les plus modernes au Québec, 4 studios de danse qui s'ajoutent aux 4 studios de danse qu'on a aménagés professionnels au complexe aquatique multifonctionnel. La terrasse Chevalier de Lévis, sur laquelle on a investi minimalement 8 à 10 millions dans la première phase, et il y a une deuxième phase qui est en préparation avec la Commission de la capitale nationale. On a ajouté des jeux d'eau dans les quartiers. On est rendu à au-delà de 300 parcs dans les quartiers, les parcs de voisinage qui sont hautement fréquentés. On les a presque toutes mis à niveau. Le complexe de glace à Onco qu'on a construit à Saint-Romuald, le complexe de soccer sur le site du collège qu'on a inauguré récemment, partenariat public-privé. Et je le dis en passant, partenariat public-privé, compte tenu de l'austérité que va connaître le gouvernement, c'est la voie de l'avenir. On l'a fait la semaine dernière avec le Juvénat Notre-Dame, on l'a fait avec le complexe de glace Onco, on l'a fait avec le complexe soccer sur le site du collège de Lévis. On devrait le faire. J'espère que ça va continuer, ce magnifique projet d'avoir notre salle Albert Rousseau à Lévis avec le cégep de Lévis, un projet d'environ 20 millions de dollars, 5 millions ville, 5 millions cégep, 10 millions ministère de la Culture, ce qui fait un projet 50-50. C'est fantastique. Il faut de plus en plus que la Ville se serve des magnifiques partenariats qu'on peut avoir avec le secteur privé, avec nos organisations présentes sur le milieu, pour stimuler ces partenariats publics-privés, parce que ça va être la seule façon, à mon avis, de poursuivre la mise à niveau de nos équipements. Et donc, voilà les éléments. Alors, donc, et qui sont importants. L'amélioration des infrastructures de mobilité urbaine. Et là, je vous dis que, honnêtement, de ce côté-là, il s'est fait beaucoup de choses, souvent en partenariat avec le ministère des Transports. Mais ce qui a fait un peu notre succès, c'est quand on avait implanté avec le ministère des Transports en 2015 et 2014, quand je suis arrivé, on avait dit on va identifier 10 grands travaux qu'il faudrait faire, donc avec le ministère des Transports ou la Ville, et on les a à peu près tous et toutes réalisés. Il reste l'élargissement de l'autoroute 20 en direction ouest, dont les travaux devaient débuter en 2025, mais ça allait échapper à notre contrôle. Le gouvernement, malheureusement, a retardé les travaux. Mais au fond, j'en nomme quelques-uns parce que quand je suis arrivé en 2013, il y avait, depuis plusieurs années, depuis 25-30 ans, il n'y a aucune amélioration qui était apportée au réseau routier sur la Rive-Sud. Aucune. On a commencé à le faire. On a commencé comment? Je m'en souviendrai toujours. C'est le réaménagement du fameux échangeur du viaduc de la route Lagueux. Vous vous souvenez? C'était un échangeur rural où, à un moment donné, les camions lourds n'étaient même pas capables de virer en 90 degrés, tellement c'était complexe, alors que le parc de Bernières, le parc industriel de Bernières, devenait, avec l'intelligence artificielle, notre parc majeur. Alors, imaginez-vous, on avait une entrée rurale où les grands camions, les grandes vannes, oubliez les doubles vannes, c'est impossible pour eux d'avoir accès au parc industriel de Bernières. Alors donc, j'avais rencontré le ministre Poitiers, c'était mon premier grand projet à l'époque, parce que c'était les libéraux qui étaient au pouvoir, et j'avais réussi à le convaincre comme maire d'investir dans ce projet-là. Nous aussi, la Ville, on a investi, c'est un projet en partenariat. Il y a eu cette construction, la construction du fameux viaduc de Saint-Rédempteur, pour lequel la Ville a mis 20 millions. C'était assez audacieux. Parce qu'en réalité, on n'a eu aucune subvention gouvernementale et on a réalisé ce lien-là. Allez voir les gens de Saint-Rédempteur, de Saint-Nicolas et de Bernières. Ils vont vous dire l'impact que ça a eu au niveau de la fluidité et de la circulation. L'aménagement de toute l'intersection de la rue de l'intersection de Jérôme Demers et de la route Marie-Victorin. Le prolongement, la première phase du prolongement de la rue Saint-Omer, phase 1, jusqu'à Étienne-Dallaire, le prolongement d'Étienne-Dallaire vers l'est et vers l'ouest maintenant qu'on est en train de compléter. Pourquoi? Parce que ça nous prend des boulevards parallèles au boulevard Guillaume Couture.
Et avec Étienne Dallaire, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de se dire, on a un seul boulevard Est-Ouest qui est le boulevard Guillaume Couture. Il faut avoir d'autres boulevards Est-Ouest. Et Étienne Dallaire en est un. Parce qu'à partir de maintenant, il va être possible, avec Étienne Dallaire, de partir de Charles-Rodrigue et d'aller carrément jusqu'à la rue Saint-Omer. Et avec le prolongement de Saint-Omer le long de l'autoroute 20, jusqu'à l'autoroute 20, alors il y a des projets d'avenir intéressants. Pourquoi on n'a jamais réalisé la phase 2 de Saint-Omer? Il faut se souvenir qu'en 2021, lors du réseau express de la capitale, le tunnel prévu, centre-ville à centre-ville, vous vous souvenez de ça, devait entrer quelque part à côté de Saint-Omer. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, le ministère des Transports nous avait demandé d'attendre un peu pour le prolongement de cette phase-là de Saint-Omer, qu'on ait statué sur la façon dont on va entrer dans le tunnel. Et le tunnel devait entrer là où se trouve à peu près le dépôt de déneigement de la ville de Lévis, donc le long la petite rue, le long de l'autoroute 20, entre Monseigneur-Bourgette et Saint-Omer. Donc, voilà des éléments qui ont été mis sur la route, sans compter, bien sûr, nos voies réservées sur le boulevard Guillaume Couture, qui est un élément fondamental. Jamais on n'aura investi autant sur le réseau routier pour le transport collectif. C'est 150 millions de dollars pour les 3 ou 4 kilomètres qu'on va réaliser, qui est une première phase. Et on devrait déposer bientôt une autre phase sur les voies réservées pour le transport collectif entre Kennedy et Charles-Rodrigue. Donc, on va remettre à jour les données là-dessus. Ça devrait être fort intéressant. Donc, et l'autre élément, c'est évidemment notre fameuse piste cyclable multifonctionnelle qui partirait du cégep de Lévis jusqu'à la tête des ponts. On va avoir, avec ce qu'on fait sur Guillaume Couture, ce qu'on a fait à Saint-Romuald récemment, on va avoir 5 km sur 15 de réaliser. Alors, donc ça, il faut poursuivre les efforts dans ce sens-là. Mais il s'est fait énormément de choses pour améliorer la fluidité de la circulation. Et ça, nous en sommes très fiers. C'est les éléments à court terme. Au niveau de la gestion des fonds publics, on a connu la croissance économique la plus importante des 10 grandes villes. Il est clair que ça demande une gestion très, très rigoureuse des fonds publics. On n'a pas le choix. Quand tu crois, c'est la même chose, une entreprise qui est en forte croissance, tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs et tu ne peux pas te permettre non plus de te retrouver dans une situation financière précoce. Or, nous avons réussi, malgré cette croissance économique, à maintenir Lévis en tête des grandes villes les moins taxées au Québec. Nous sommes la deuxième ville la moins taxée des 10 grandes villes. Deuxième, encore aujourd'hui. Donc, ce qui est quand même, malgré notre croissance, quelque chose d'assez impressionnant. On a maintenu l'étalement du paiement de taxes sur 12 mois sans frais ni intérêts. On n'a jamais failli à la tâche là-dessus. On a affecté les nouveaux revenus de la croissance économique au développement d'équipements liés à la qualité de vie. J'en ai parlé, la mise à niveau des équipements sportifs, au niveau des arénas. On a investi 10 millions dans la mise à niveau des arénas actuels. Il y a les 15 millions en partenariat public-privé de l'ajout de la nouvelle aréna. Et on travaille sur un complexe sportif multifonctionnel, puisqu'on sait qu'avec le gouvernement, on n'y arrivera pas. Le gouvernement, là, dans les 10 prochaines années, il faut oublier ça pour les équipements sportifs, ils ne seront pas au rendez-vous. D'où l'idée de faire comme le Soccer Dome du collège, développer des partenariats publics-privés. Alors donc, voilà. On a affecté les nouveaux revenus au développement d'équipements liés à la qualité de vie et on a atteint la cible. Parce que quand je suis arrivé, on payait 3 à 4 millions comptants. Maintenant, on paye 20 millions comptants au niveau des immobilisations à chaque année. Lors de la dernière présentation de l'état de la situation financière, on avait environ 20-22 millions de surplus, 28 même. Et ce qu'on est en train de faire au niveau de ces surplus-là, c'est qu'on les affecte au paiement de la dette et au renflouement de nos réserves sur le déneigement, etc., pour préparer l'avenir, se donner des coussins de sécurité dans nos réserves financières. Donc, dans le cadre de l'élaboration du cadre financier 24-28, et là, je tiens à le dire haut et fort, quelqu'un qui va vous dire que la situation financière de la Ville est catastrophique puis tout va mal, c'est complètement faux. Puisque, dans le cadre financier, il y a une étape préalable à réaliser un cadre financier. Où en êtes-vous dans la situation financière de la Ville?
Et les conclusions de Raymond Chabot, Grant Thornton faisaient ressortir que la richesse foncière affiche une importante croissance moyenne de 5,6 annuellement, ce qui illustre le dynamisme de la ville. Ça, mes amis, c'est beaucoup d'entrées de fonds dans nos coffres. Alors, ce que ça signifie, par exemple, au niveau de la valeur foncière, donc de nos biens, de notre valeur, ça veut dire qu'en un an, on peut augmenter la valeur foncière à la ville de 3 milliards de dollars par année. C'est incroyable. Regardez, c'est dans le cadre financier. C'est quand même assez incroyable. Les dépenses sont sous contrôle dans un contexte de croissance et de développement de la ville. Je fais ma prédiction pour 2025. Attendez-vous qu'on devrait afficher un surplus qui va osciller autour du 20 millions de dollars. Surplus accumulé qui va osciller autour de 20 millions de dollars, malgré le renflouement des réserves, malgré un 8 millions qui est consacré au paiement de la dette, en plus du 20 millions de paiements comptants. Donc, les dépenses sont sous contrôle. Et je tiens à souligner la présence de notre directeur général, M. Dominique Deslauriers, qui est ici aujourd'hui. Je suis très fier parce que Dominique Deslauriers représente nos 2000 employés à la Ville de Lévis. Et ça, c'est ma grande fierté. J'aurai l'occasion d'en parler dans quelques instants. La Ville de Lévis se rapproche de la cible du paiement comptant, ce qui lui donne une meilleure maîtrise de son endettement. Elle dispose également de réserves importantes qui lui donnent, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Raymond Chabot. Donc, tous les ingrédients sont unis pour faire un passage harmonieux au niveau de la situation financière de la Ville. Mais, au fond, une nécessaire diversification des revenus. Pourquoi je mets ça dans mon bilan? Parce qu'on y était. C'est la raison pour laquelle on a fait le cadre financier 2024-2025. C'est qu'il faudra qu'on porte une attention particulière sur les investissements à venir pour contenir la dette à long terme à la charge de la Ville. Pourquoi? Une ville en forte croissance, je vous donne deux exemples. Lévis, Terrebonne. On est à peu près les deux villes qui connaissent la plus forte croissance. Ça a un effet sur notre dette. On est aussi les deux villes avec un ratio d'endettement les plus élevés. C'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce qu'on investit pour l'avenir. La construction navale et tous ces éléments-là, la mise à niveau de nos équipements, nos infrastructures, nos traitements d'usines de traitement des eaux usées. Et c'est la raison pour laquelle, donc, on a confié une étude là-dessus, parce que notre ville est en forte croissance et notre dette est sous contrôle, mais c'est le moment quand même de mettre de l'avant les outils pour la contenir. Et c'est ce qu'on a prévu dans le cadre financier. On prévoit que la dette, à compter de 2033, va commencer à chuter. Mais je pense que, si je m'étais représenté, on pourrait faire un peu mieux que ce qu'il y a dans le cadre financier, si on se donne les moyens de le faire. Et comment? Il faudra se donner le moyen de le faire. Je l'ai dit devant la Chambre de commerce, je l'ai dit devant les gens d'affaires de Lévis. À maintes reprises, il y avait 250-300 personnes dans la salle. Ça ne pourra être atteint que par une diversification de nos sources de revenus. D'ailleurs, dès demain, je déposerai en comité plénier le dernier rapport, donc qui, pour moi, est important, d'une étude qui identifie une trentaine de propositions afin de faire en sorte que le contribuable cesse d'assumer à lui seul l'entièreté des investissements liés au développement de la ville. Je l'ai dit publiquement dans la dernière année et je le dis encore. Et ce rapport fait entre autres ressortir que la ville est l'une des villes qui utilise le moins la diversification de ses sources de revenus. C'est normal, on est parti du regroupement de petites villes. Et les petites villes, normalement, l'effort fiscal repose davantage sur le contribuable. Donc, au cours des prochaines années, le souhait que je fais, c'est qu'on puisse travailler sur cette diversification des revenus pour que le développement ne soit pas assumé seul par le contribuable. Il faut que les gens qui font du développement en assument plus. Ça, c'est clair, si on compare à ce que font les autres villes en forte croissance. Bref, je laisse donc la Ville dans une excellente situation financière. Et le cadre financier 2024-2028 est l'outil central de planification adopté à l'unanimité par les membres du Conseil municipal. Le cadre financier qu'on s'est donné.
Si vous allez voir dans ce cadre financier-là, vous allez voir, par exemple, qu'en 2020, il va falloir qu'on fasse une contention des dépenses d'environ 7 millions, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas le cadre financier. Et allez voir les tableaux, ils sont tous indiqués pour les 4 ou 5 prochaines années. Normalement, c'est la référence. J'indique aux partis politiques qui actuellement sont en campagne électorale d'être prudents parce qu'avec le cadre financier, à la fois les médias et à la fois la population a un portrait réel de la situation financière de la Ville. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et affirmer n'importe quoi. À l'intérieur du cadre financier, il y a même le plan d'effectifs. Donc, ce cadre financier a été adopté à l'unanimité et le plan d'effectifs qui a fait l'objet d'une résolution à part a fait aussi l'objet d'une résolution du Conseil. Alors, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va améliorer les services sans avoir un plan d'effectifs. Parce qu'une ville en forte croissance, si par exemple, vous prenez une ville de 25 000 habitants, allez voir le nombre de personnes qui travaillent dans une ville de 25 000 habitants, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bien, nous, c'est ce qu'on a ajouté en population dans les 10 dernières années. Vous n'allez pas me faire croire qu'on peut le faire sans ajout de personnel. C'est impossible. Le meilleur exemple que je puisse vous donner sur le plan d'effectifs, vous vous souvenez, lorsqu'on s'est rendu compte que le secteur privé ne pouvait plus assumer une gestion adéquate de nos déchets, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté 2 camions. 2 camions pour faire la collecte des déchets. Alors ça demande minimalement, on s'est entendu pour dire, 2 nouveaux chauffeurs. Pas le choix, là, sinon le camion reste en cours. Alors le plan d'effectifs, là, c'est une pièce maîtresse majeure et tout ça a été présenté au comité plénier de la Ville et adopté à l'unanimité. Alors donc voilà. Alors, fluidité de la circulation au cours des 12 dernières années, je le répète, le réaménagement du boulevard Guillaume-Couture en boulevard urbain, l'élargissement de l'autoroute 20, la construction du viaduc de Saint-Rédempteur, route Lagueux, Jérôme Demers, Étienne Dallaire, et 2 autres projets sur lesquels on travaille actuellement. Un qui est très avancé, qui est le projet de la transformation de la route 116, la route des Rivières, en boulevard urbain. En passant, un projet d'environ 100 millions de dollars, pour lequel on a une entente signée avec le ministère des Transports et pour lequel Martine Biron a réussi à s'assurer que les travaux allaient débuter en 2028. Je ne serai pas là pour le début des travaux, mais la transformation de Marie-Victorin avec des voies réservées, 2 voies automobiles de chaque côté, des voies réservées pour le transport en commun, etc. Dites-vous que l'entente est signée avec la Ville, alors que le concept a été agréé par la Ville de Lévis, parce que la Ville met aussi des argents là-dedans pour les pistes cyclables, etc. Alors, c'est un financement partagé. Et ça va être drôlement intéressant pour la suite des choses. Donc, sur la mobilité, il faut maintenir le cap sur la nécessité d'un lien autoroutier entre les 2 rives. J'abandonnerai jamais cet élément-là qui est fondamental. Et je reviens sur le rapport de la Caisse de dépôt et de développement du Québec. J'ai eu l'occasion d'indiquer que les études de la Caisse de dépôt n'ont jamais tenu compte de la présence d'un lien autoroutier. Ils ne font que dire que le lien autoroutier, selon eux, n'est pas justifié. Mais ils ne tiennent pas compte des recommandations à cet effet qu'avait fait 2 ans auparavant le BAP. Et ça, pour moi, c'est ma grande déception. C'est que je pense que le gouvernement aurait dû confier à une firme davantage indépendante des études liées à la nécessité d'un lien autoroutier entre les 2 rives. Alors ça, pour moi, c'est un élément qui a l'air banal comme ça, mais qui est fondamental. Et je vais vous lire, et puis ça, c'est intéressant que je puisse le faire, donc à la fin de mon mandat. Je vais vous lire tout simplement ce que le BAP disait en novembre 2020 pour le projet de tramway. Il disait, le projet de tramway est désormais tributaire du projet de lien entre Québec et Lévis. Là, c'est le lien autoroutier dont parle le BAP. Ce qui complexifie d'autant l'analyse de sa justification. On parlait du tramway. Souvenez-vous que le BAP est arrivé à la conclusion que le tramway n'était pas justifié. Mais nous, on est en faveur du tramway. Là. Cela étant dit, j'en suis pas là. Mais j'en suis sur le fait que ce projet
dont la responsabilité échoit au ministère des Transports et dont la Commission ne connaissait pas les détails au moment de son analyse, on parle du lien autoroutier, et celui d'un réseau structurant de transport collectif pour l'agglomération de Québec ne peuvent être dissociés dans le processus d'analyse et de prise de décision vu les incidences sur le territoire et leurs effets réciproques. Ce qui veut donc dire qu'au niveau de la Caisse de dépôt, on est arrivé avec une conclusion simpliste, dont la Caisse de dépôt admet elle-même qu'il faudrait des études complémentaires pour venir consolider cette justification-là, et en plus d'une Caisse de dépôt qui est actionnaire de sociétés qui sont spécialisées dans le transport collectif. Il ne faut pas l'oublier. Alors donc, à partir de ce moment-là, moi, je pense que le rapport du BAP de novembre 2020 est beaucoup plus pertinent dans l'analyse qu'ils en ont fait. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais fait une analyse de s'il y a un lien autoroutier, comment on déploie la mobilité des réseaux de transport structurants dans le transport collectif. Ça n'a jamais été fait. Et le problème, c'est qu'on pique un lien autoroutier à côté d'un projet de transport collectif. Bref, tout est fait à l'envers et dans le chaos le plus total. En France, lorsque des projets de réseaux structurants de transport en commun sont mis de l'avant, il faut des consensus de l'ensemble d'une communauté métropolitaine et non d'une seule ville, que ce soit Lévis, Québec, en passant, peu importe. Alors donc, moi, je vous dis que le débat est loin d'être terminé sur le lien autoroutier entre les deux rives. Je maintiens donc haut et fort. Allez relire les conclusions du BAP. Vous allez avoir des surprises sur la façon dont il conclut le rapport, parce que souvenez-vous, à l'époque du BAP, le gouvernement s'apprêtait à mettre de l'avant son fameux projet Réseau Express de la capitale, qui comprenait un tramway, un lien autoroutier, des voies réservées. Vous vous souvenez de ça? Legault l'avait annoncé en grande pompe. Et sur le lien autoroutier, malheureusement, c'est le gouvernement de la CAQ lui-même qui a brûlé le projet. Mais en même temps, ce qui est malheureux pour eux, c'est que ce projet-là est devenu, pour l'ensemble de tout le Québec, un exemple de l'incapacité de la CAQ à réaliser ses engagements. C'est à mon avis, assez incroyable de voir à quel point tout le monde utilise ce projet-là pour dire que le gouvernement est incapable de respecter ses engagements. Et là, le problème pour le lien autoroutier, c'est qu'on est rendu à l'étape où ceux qui sont contre demeurent toujours contre, en particulier la gang de Montréal, et ceux qui sont pour, 2 citoyens sur 3 ici dans la région, n'ont plus confiance aux porteurs de ballons. Alors, vous voyez un peu dans quelle situation on se retrouve. On se retrouve dans une situation où les gens de Lévis, moi, me questionnent en disant « Monsieur le maire, y croyez-vous encore? Pensez-vous que la CAQ va réaliser ça? » Bien, les gens n'y croient plus. C'est ça le problème et c'est ça l'enjeu. On a brûlé ce magnifique projet alors qu'on aurait pu l'intégrer. On aurait pu aller de l'avant avec le réseau express de la capitale. Et donc, où là, il y avait un consensus, parce que même, je me souviens à l'époque, M. Labaume avait assisté au début de la conférence de presse. Il a quitté tôt, c'est sûr, mais en même temps, il était quand même présent. Il y avait donc au moins un consensus très fort pour un lien autoroutier, un réseau de transport structurant, des voies réservées. Donc, construction navale, c'est ma plus grande fierté. Parce que la construction navale à Lévis va devenir ce qu'a été pendant les 25-30 dernières années l'aérospatiale à Montréal. Les gens ne voient pas encore l'ampleur du développement que va apporter la construction navale à Lévis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai initié une association au niveau de la construction navale avec Sorel, Saguenay et Gaspé, où on travaille Lévis et on travaille ensemble pour faire en sorte que la construction navale profite à tous les chantiers le long du Saint-Laurent et du Saguenay, parce que les contrats vont être tellement importants que Lévis, à elle seule, comme ville, ne pourra recevoir tous ces projets de développement et ne pourra pas avoir tous les terrains industriels nécessaires pour recevoir quelques 1000 fournisseurs qui vont graviter autour de la Lévis dans un avenir très, très, très rapproché. Donc, j'ai eu l'occasion de présenter
Donc, notre vision, le 9 septembre dernier à la Chambre de commerce, qui a été ma dernière présentation d'ailleurs à la Chambre de commerce, mais cette intégration de la DV à la stratégie navale, quand je vous disais tantôt, le rêve peut devenir réalité, il faut juste être patient, bien ça, c'est le premier comité sur lequel j'ai été nommé en 1986, le comité permanent Industrie Lévis. En 1986, Lauson était une ville. Et donc, j'étais jeune conseiller municipal de 32 ans à l'époque. Et c'est le premier comité sur lequel j'ai été nommé parce que le chantier était dans mon quartier. Et donc, il a fallu 39 ans de persévérance pour arriver au résultat où on en est. Et au sein de ce comité-là, notre seule stratégie pendant toutes ces années, parce que la conjoncture dans les années 80-90 était très défavorable, le gouvernement fédéral a fermé beaucoup de chantiers au Canada. Il en est resté 3, la Davie, un dans l'Ouest canadien, un dans l'Est. Il y a eu une rationalisation incroyable. La construction navale mondiale est tombée à plat partout dans le monde. Alors, notre seule stratégie, c'était de maintenir le site ouvert, avec des petits contrats à gauche et à droite qu'on essayait d'aller chercher, des traversiers, des bulles de sonore pour la marine américaine, etc. Alors, des petits projets. Pourquoi? Parce que s'il avait fallu qu'on ferme ce site-là, jamais on n'aurait été capable de repartir la construction navale ici à Lévis. Alors donc, voilà. Alors ça, c'est ma plus grande fierté. C'est le dossier qui a demandé le plus de patience, mais ça démontre que la persévérance est une qualité essentielle pour transformer les rêves en réalité. L'action communautaire, j'en parle. Tous les organismes communautaires de Lévis contribuent activement au développement de notre communauté. Mon principe est le suivant. Notre prospérité est directement liée à l'action communautaire dans notre milieu de vie. 250 organismes reconnus par la Ville, 12 000 bénévoles. C'est incroyable. La force de frappe du bénévolat à Lévis. Et moi, avec notre politique de développement social qui fait ma grande fierté et notre politique de développement social et notre plan d'action dans le développement social, alors c'est une de mes grandes fiertés. La dernière grande fierté, c'est qu'on s'est fixé l'objectif clair de conserver 30 % de notre territoire en zone de conservation. En 2025, on a décidé de passer à une étape, je dirais, unique à la Ville de Lévis. On est passé, parce que notre objectif de 30 devrait être atteint d'ici 2 à 3 ans, de 6 à 23 % du territoire. Et là, ce n'est pas de la fiction, là. C'est du réel. Adopté par résolution du Conseil, on est maintenant à 23 % de notre territoire en zone de conservation. On est passé de 6 à 23. Donc, ça, pour nous, c'est important. On est passé de 31 km² à 113,5 km². Il y a même des terres de Rabasca qui sont inclus dans les territoires de conservation. Puisque, comme j'ai eu l'occasion de le faire à la Chambre de commerce, et quand je dis qu'il faut être à l'écoute des citoyens, il faut être à l'écoute des préoccupations des gens, alors, actuellement, les 2/3 des terrains de Rabasca vont être soit en zone de conservation récréo-touristique ou agricole. Il va ne rester que le tiers, dont les entreprises vont être concentrées le long de l'A20 à des kilomètres de toute zone habitée. Donc, c'est ça, évoluer. C'est ça, être à l'écoute des gens. Alors, moi, quand je rencontre des groupes comme Jérôme, quand je rencontre des groupes de pression du milieu, il faut les écouter. Il faut voir comment nous, on peut évoluer et être capable de développer des parcs industriels, disons, de l'ère moderne, où on a une multiplicité d'usages qui peuvent cohabiter ensemble avec une belle harmonie et qui fait que si tu travailles dans une industrie, donc le long de l'autoroute 20, dans le parc, par exemple, qu'on veut faire, bien, tu vas pouvoir le midi enfiler tes skis de fond et aller faire du ski de fond à un demi-kilomètre. Sur le même site de Rabasca, il existe déjà ce petit centre de ski de fond qu'on veut conserver. Alors, je donne cet exemple-là pour montrer à quel point il faut être à l'écoute et à quel point il faut rester branché avec le milieu. Et moi, le milieu communautaire a toujours été ma source d'inspiration. Donc, ça, pour moi, c'est excessivement important, d'autant plus que je suis moi-même né dans un milieu ouvrier où on est à 11 enfants chez nous. On restait dans une petite maison de 20 par 20. Je sais ce que c'est.
Je sais ce que c'est, le chômage. On l'a vécu dans notre famille. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, moi, j'ai toujours eu cette belle vision du milieu communautaire, de la main tendue envers l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que moi, ce qui m'a permis de me rendre là où je suis, c'est cette aide des voisins, c'est cette aide d'organismes du milieu qui m'ont permis de me rendre même à l'université, de faire mon bac à l'Université Laval. Et donc, si je n'avais pas eu ces gens-là du milieu autour de moi, jamais je n'aurais pu me rendre à la fonction que j'occupe actuellement. Alors donc, et en même temps, bon, on a adopté notre Vision 2040. Vision 2040, qu'est-ce qu'il faut retenir de la Vision 2040? Je vous invite au niveau des médias à aller voir, et à un moment donné, il y a des choses intéressantes là-dedans. Les choses intéressantes, et là, j'espère qu'on va en parler un petit peu plus en campagne électorale, c'est, moi, vous savez que le gouvernement du Québec n'acceptera plus d'ici 2040 des empiètements en zone agricole, ce qui veut donc dire qu'on va continuer la densification, on n'a pas le choix. Québec est aux prises avec la même situation, et c'est la raison pour laquelle Québec a décidé d'ouvrir, surtout au cours de la dernière année, au niveau de la densification, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ils vont développer, eux aussi, des milliers d'unités d'habitation. Alors, il faut le faire, mais c'est là qu'il faut garder l'équilibre entre le développement et la qualité de vie. C'est la raison pour laquelle on est en train de revisiter entièrement notre schéma d'aménagement. Donc, ce sera l'objet du prochain mandat pour ceux et celles qui prendront le relais. Et je sais que la direction générale y travaille très, très fort au moment où on se parle. Alors donc, au niveau donc, de Vision 2040, il y a des éléments intéressants là-dedans qu'il faut revisiter. J'espère que les partis politiques vont s'en abreuver parce qu'au fond, on a rencontré des milliers de personnes pour faire cette Vision 2040 et ça veut dire que la densification va exiger une mise de fonds plus importante de la part des gens qui font le développement. Ça, c'est sûr et certain, mais je l'ai dit à visière levée depuis maintenant 1 an. On a créé le Fonds vert aussi, un Fonds vert d'1 million pour soutenir les initiatives. On a modernisé l'incinérateur. On a fait le guide du tri. On a collaboré au niveau du réseau hydrographique. Mais en définitive, je veux vous dire, vous avez le communiqué plus long qui donne une idée des réalisations. Mais au-delà de toutes ces réalisations concrètes sur le terrain qui ont hissé notre ville dans le cercle des grandes villes, je suis particulièrement touché par les témoignages quotidiens de la population lévisienne, mais aussi de l'ensemble du personnel. Et là, j'adresse mes remerciements particuliers à tout le personnel de la ville de Lévis. Il y a un personnel que j'ai côtoyé pendant 12 ans, bien sûr, passionné et dédié. Je sais qu'il y a un nombre fort important du personnel de la ville qui habite à Lévis. Est-ce que c'est un facteur important? Probablement. Parce que souvent, je rencontre des gens du personnel de la ville qui me disent « Bien, nous aussi, Monsieur le maire, on demeure à Lévis, puis on est fiers de notre ville, etc. » Alors moi, je veux rendre hommage à notre personnel parce que si aujourd'hui, on a 80 % de satisfaction envers les services à la population, parce que c'est ça le dernier sondage qu'on a fait en 2025, que la Ville a fait en 2025. Je pense que c'est un sondage somme, si je ne me trompe pas, mais on est à 80 % de satisfaction envers les services qui sont donnés par la population. Et le fait aussi que même après 3 mandats, je sois à peu près, selon ce que le sondage Somme le Soleil dévoilait, à 72 % de popularité, disons-le comme ça, entre guillemets, c'est ma plus grande fierté. Parce que je quitte vraiment avec le sentiment du devoir accompli et surtout d'avoir vraiment travaillé pour la collectivité lévisienne. Et j'en suis très fier. Je suis né dans un milieu modeste. J'ai franchi tous les échelons, mais je n'ai pas franchi ces échelons-là seul. Je les ai franchis avec l'aide et l'appui indéfectible de la population lévisienne. Ce sont des gens extraordinaires à Lévis. Et moi, je peux vous dire une chose.
accompagner une population comme celle de Lévis, je vais vous le dire, c'est la plus belle chose qui ne peut pas arriver. Le dynamisme est tellement fort. Et les gens de Lévis croient tellement en l'avenir qu'à un moment donné, il faut même les stopper un peu tellement le dynamisme est fort à Lévis. Je vous le dis, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est fantastique. Alors, moi, je dis aux prochaines équipes qui vont suivre, les bases sont solides à la ville de Lévis. Les fondations sont solides. Elles sont même uniques et exceptionnelles au Québec. Alors, moi, ce que je dis, je souhaite aux trois partis politiques de continuer à accompagner le dynamisme du milieu. Et surtout de ne pas l'étouffer, de continuer à maintenir le rêve présent, à encourager les gens, puis à dire, oui, ce que vous voulez faire, on peut le faire, et de maintenir le rêve présent. Quand on a inauguré le sentier de la promenade du Juvénat Notre-Dame la semaine dernière, la ville de Lévis a mis 1 million de dollars. Et grâce au dynamisme du Juvénat Notre-Dame, la fondation, tous les gens qui gravitent, qui sont des gens d'affaires de Lévis, des citoyens de Lévis, des citoyennes, écoutez, ces gens-là ont ramassé 7 500 000 $ pour créer un magnifique parc le long du fleuve, pour 1 million de dollars que la ville met. Ça démontre rien qu'une chose, et c'est ce que je dis aux membres de ma direction générale. Saisissez les belles opportunités que vous offrent les gens du milieu. Sortez un peu des sentiers battus et maintenez le rêve présent. Parce qu'une communauté qui n'a pas de rêve, c'est une communauté qui va se dévitaliser. Il faut maintenir le rêve présent. Est-ce que tout est réalisé? Non. Non. J'aurais pu facilement faire un autre magnifique mandat. Mais, au fond, il faut aussi savoir céder sa place. Mais je suis convaincu que ceux et celles qui prendront le relais vont se retrouver, avec un personnel extrêmement compétent, avec un dynamisme du milieu hors du commun et une population qui croit en l'avenir. C'est ça qui fait la force de Lévis. Et la dernière force de la population lévisienne, c'est drôle, parce que je disais à la Chambre de commerce, on a payé pas loin de 90 000 pour dire qu'est-ce qui fait que ça marche à Lévis et que le succès est si fort. Alors finalement, les gens nous arrivent, mon ami, avec la conclusion en disant, bien, voilà pourquoi votre communauté, ça fonctionne, parce que votre communauté, elle est soudée autour de valeurs, d'entraide, de solidarité et de mobilisation. On a payé 90 000 $ pour se faire dire que l'ADN de la ville, c'est ça. Entraide, mobilisation et solidarité. Voilà la force de notre ville. Voilà ce sur quoi pourra s'appuyer le ou la prochaine mairesse pour donc les prochaines années. Et je veux vous dire, ça, là, c'est des fondations extraordinaires. On a parlé des finances. Les finances sont sous contrôle. Il n'y a pas d'enjeu là. Oui, il y a la dette qu'il faut vraiment travailler. Mais pour le reste, je pense que quand j'ai regardé dans le rapport les revenus qu'on ne va pas chercher puis que les autres villes vont chercher, là, je me suis dit, on a de la marge de manœuvre en masse. Et ça, c'est pas d'aller chercher de nouvelles taxes, c'est d'être équitable envers le citoyen. C'est que le citoyen, lui, est prêt à payer pour la pérennité des infrastructures, mais ce n'est pas à lui à payer seul les infrastructures de développement. Parce que moi, ma prétention est toujours la même. Les nouveaux revenus doivent servir essentiellement à développer le volet qualité de vie. Et ça, j'en démordrai jamais. Et si j'affecte trop de ces nouveaux revenus essentiellement au développement, je n'ai plus intérêt à poursuivre le développement. Vous me suivez? C'est aussi simple que ça. Il faut que je développe en contrepartie le volet qualité de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, les grands boulevards urbains restaurés. Si on densifie, il faut restaurer les grands boulevards urbains. Boulevard Guillaume Couture, on est en train de le faire. Kennedy, il va falloir le restaurer à un moment donné. Avoir des trottoirs plus larges, des pistes cyclables plus conviviales, etc. Mais ça a un coût. Et il faut que ceux qui fassent la densification payent une partie de ces coûts-là.
Et c'est ce que j'ai toujours dit. Alors voilà, mes amis, merci à la population lévisienne. Merci aussi spécial à mon personnel de cabinet qui font un travail fantastique. Je parle bien sûr de l'équipe d'Alexandre, que vous voyez d'ailleurs, et vous lui parlez souvent dans le cadre des relations médias. Et je peux vous dire qu'Alexandre est, je dirais, mon meilleur directeur de cabinet à vie. C'est-à-dire qu'il sait, faire le lien avec les médias, mais aussi faire le lien avec la machine administrative, avec les gens de l'administration, et tout se passe en harmonie. Mon dernier mot, c'est pour les médias. Je vais vous dire merci, donc, d'avoir suivi d'abord du travail que vous faites. Je sais que les miracles que vous devez faire, parce qu'il y a moins de ressources. Il y a moins de ressources. N'est-ce pas, au niveau du journalisme, on le voit. Là. Moi, j'ai commencé en 1986. Et c'est incroyable le travail que vous avez à faire. Alors, moi, je veux vous féliciter, puis je vais vous dire une chose. N'ayez aucun doute sur le fait que vos questions, des fois, qu'on trouve bien tannantes, moi, je suis un de ceux qui non seulement les retient, mais souvent, je dois dire à mes gens, quand on remonte à mon cabinet, la question est bonne, il faut qu'on s'en occupe. Vous voyez ce que je veux dire? Alors donc, c'est intéressant parce que vous êtes un peu les chiens de garde de notre démocratie. Et ça, c'est important que vous continuez à faire votre travail. En tout cas, moi, je vais vous dire, avec les années, c'est l'intervention des médias, les couvertures médias qu'on a, nous interpellent constamment et nous amènent à être encore meilleurs et à aller voir le fond des choses. Parce que souvent, grâce à vos interventions, j'ai pu modifier des façons de faire qu'on n'avait pas vues. On avait des angles morts, des fois, où est-ce qu'à un moment donné, on se dit « Hey, sais-tu que ça a de l'allure, ça? » Et c'est dans ce sens-là que je dis, il faut toujours être à l'écoute des gens. Je donnais l'exemple des terrains de Rabasca, là. Quand on est rendu avec les 2 tiers du site qui va être à des fins de conservation, d'agriculture, de récréo touristique, bien, c'est une belle évolution dans notre société. Et c'est pour ça qu'il faut que vous continuez à jouer votre rôle qui est essentiel. Et moi, dans toute ma carrière, jamais je n'ai remis en question le travail des médias, même si des fois, on n'est pas toujours d'accord. Alors, quelques fois seulement, il m'est arrivé d'intervenir, mais c'est très, très rare. Je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que vous faites votre travail et vous le faites bien. Alors, merci. Merci beaucoup pour ces belles années. Et je sais maintenant qu'on a aussi la présence de Radio-Canada à Lévis. On a vu ça la semaine dernière. Alors donc, merci beaucoup pour cette présence. Et merci à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une période de questions. Si jamais vous avez des questions, juste à vous présenter au micro à l'avant. Fonctionne-tu? Non? OK. Bonjour, Alexandre Bellemare de Radio-Canada. Vous m'avez déjà dit, M. Laulier, que vous allez vous représenter jusqu'à la première pelletée de terre du 3e lien. Force est d'admettre que ça n'arrivera pas, à moins que d'ici le 3 octobre, vous changez de décision. Mais réalistement, l'espérez-vous toujours, ce projet-là? Il est essentiel. J'en ai la conviction profonde. Et jamais, moi je vais vous le dire, là, pour une capitale nationale, parce qu'il ne faut pas oublier que l'enquête origine-destination, c'est vrai, j'aurais pu en parler de l'enquête origine-destination, mais l'enquête origine-destination, il y a bien des choses qui n'ont pas été dites, là. dont entre autres le fait que l'utilisation de l'automobile, il n'y a rien de changé depuis l'autre enquête origine-destination. C'est 80%, c'est l'utilisation de l'automobile, 80% et plus. Donc ça va rester très, très fort. Mais au niveau du 3e lien, le lien autoroutier, je demeure convaincu que les études de la Caisse de dépôt ont été très parcellaires, très partielles. Ils le disent eux-mêmes que ça prendrait des études complémentaires. On n'a pas fait d'études en intégrant un lien autoroutier avec le transport collectif. Donc, mais je suis convaincu que dans les années qui viennent, une capitale nationale, par surcroît, une capitale nationale qui serait souveraine,
qui n'a qu'un seul lien entre les deux rives, je me dis, ça se peut pas. Et il ne faut pas oublier que dans l'enquête origine-destination, quand on touche à l'enquête origine-destination, on ne touche que les déplacements dans un secteur très restreint. On n'a pas les gens qui arrivent de la Beauce, on n'a pas les gens qui arrivent de l'extérieur de la rive sud immédiate, etc. C'est à peine 30 des déplacements. Et un déplacement sur 3 sur les ponts, c'est du transport lourd, camionnage et autres. Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, malheureusement, ces études-là n'ont jamais été faites et jamais complétées. Et Mme Guilbeault avait raison d'arriver avec ses cartables. Mais vous remarquez, les cartables étaient vides. Finalement, il n'y en avait pas d'études. C'est ça le problème. Alors, on a fait miroiter un rêve, mais on n'a pas mis les énergies pour réaliser le rêve. Et moi, je pense qu'une des solutions les plus faciles et les plus simples en 2018, ça aurait été de dire on construit un pont pour l'île d'Orléans, on traverse l'autre bord. Solution la plus simple que la CAQ aurait dû mettre d'avant dès ce moment-là. Alors donc, à mon point de vue, le projet du lien autoroutier entre les deux rives sera, n'en déplaise à certains partis politiques provinciaux, sera encore un enjeu important lors de la prochaine campagne électorale provinciale. Et je serai au moins au rendez-vous. J'ai dit que je ne jouerai pas avec la belle-mère pour la gestion municipale. Je ne suis pas inquiet, d'ailleurs, pour la suite des choses. Puis en plus, les bases et les fondations sont solides, comme je vous l'ai dit. Par contre, sur le lien autoroutier, je vais continuer à m'impliquer et à être présent dans le paysage pour la réalisation de ce projet qui va de soi. Puis on ne vous a pas entendu là-dessus, mais j'aimerais ça que vous m'identifiez la décision politique la plus difficile que vous avez eu à prendre dans ces 12 ans de mandat-là. Dans les 12 ans de mandat, je pense honnêtement que la situation la plus difficile, c'est que je vais vous le dire franchement, on n'aurait pas dû s'embarquer dans le SRB au départ. On aurait dû y aller immédiatement avec le plan qu'on a déposé. À partir du moment où on a décidé d'abandonner le SRB, là, on aurait dû y aller immédiatement avec le plan des voies réservées qu'on a déposé en juin plus tard et qu'on est en train de faire d'ailleurs en passant. Là. Mais pourquoi? Parce que là, il y a eu une perte de temps inutile, à mon avis, puisque même le bureau de projet du SRB concluait qu'on ne pouvait pas déployer un SRB sur la Rive-Sud. D'ailleurs, en passant, sur le rapport de la Caisse de dépôt, vous remarquez que le gouvernement ne s'est jamais prononcé sur la globalité de l'œuvre de la Caisse de dépôt, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le projet de la Caisse de dépôt, il y avait plus que le tramway, là. Alors, le tramway est un élément. Mais il y avait toutes les voies réservées, il y avait l'interconnexion. Le seul élément qui se réalise actuellement au niveau du projet de transport structurant, là, c'est bizarre, mais tant mieux, c'est l'interconnexion entre les deux rives. L'interconnexion entre les deux rives, la rue des Hôtels, etc., c'est pour la Société de transport de Lévis qui font ça, là. C'est pour amener nos autobus qui vont passer sous Laurier pour aller rejoindre le tramway. C'est fantastique, là. Mais il y a un élément qui ressort, c'est que pour nous, le gouvernement n'a jamais donné une réponse globale au niveau du rapport de la Caisse de dépôt. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, que ce soit à Québec ou à Lévis, vous avez remarqué, les débats, c'est épouvantable. Pourquoi il y a tant de débats? Parce que le gouvernement n'a jamais développé un consensus autour de la mobilité. Ils n'ont jamais dit, regardez mes amis, c'est là la direction. C'est là que le gouvernement s'en va et voici ce qu'on va faire. Alors ça, là, ça amène le chaos qu'on voit quotidiennement dans les médias qui fait qu'à un moment donné, malheureusement, quelqu'un s'est levé un bon matin et dit ça prend un tramway à Québec. Moi, j'en suis, là. Mais c'est pas comme ça en France que ça fonctionne. En France, si, par exemple, une grande ville comme Rouen ou une grande ville comme Caen dit « je veux un tramway », il faut qu'il s'assoie avec toute la communauté métropolitaine, qui regarde ça ensemble. Et là, le gouvernement français va dire comment vous allez chercher les gens de Lévis, comment vous allez chercher les gens de la Côte-de-Beaupré, comment vous allez les intégrer au réseau, avec quel...
Mais ce n'est pas comme ça qu'on a procédé. On procède dans le chaos le plus total. Un bon matin, on se dit c'est un tramway. Un autre matin, quelqu'un se lève, hey, on va faire le lien autoroutier entre les deux rives. Et là, finalement, on l'abandonne, on le ressuscite. On le ressuscite, mais il est attaché nulle part. Qui plus est, j'avais demandé à Mme Guilbeault, je l'ai rencontrée le mi-juillet, j'ai dit, Mme Guilbeault, il faut absolument que vous veniez présenter au mois de septembre à la table des préfets de la région Chaudière-Appalaches, qui croient au lien autoroutier, là, en passant, là, on a même des résolutions. Ayez au moins la décence de venir leur présenter le projet si vous voulez aller rechercher une confiance. Est-ce que la rencontre a eu lieu? Jamais. Alors voilà la situation dans laquelle on se retrouve au niveau de la mobilité. Mais moi, je pense que si ce projet-là avait bien été piloté et si on avait réalisé le projet du réseau express de la capitale tel que concocté, avec centre-ville à centre-ville, avec un magnifique réseau de transport collectif, comme on le prévoyait, mais au moins c'était intégré ensemble. Le tramway était intégré avec le lien, vous vous souvenez, c'était tout intégré ensemble. Et là, il n'y a plus d'intégration de rien, puis ça arrive à gauche, à droite. Alors, le gouvernement français, lui, va accepter de financer un tramway s'il y a un consensus autour de la table de la communauté métropolitaine. Ils ont créé des communautés métropolitaines, un peu comme on a ici. Mais ici, c'est pas comme ça qu'on travaille. Et ça, je trouve ça un peu malheureux. Et le gouvernement du Québec ne s'est jamais positionné. Je l'avais le tableau là, de la Caisse de dépôt qui est là. Écoutez, là, regardez, là. Si on réalise l'entièreté des travaux de la Caisse de dépôt, il y a 3 phases. Alors, qu'en est-il de la ligne Guillaume Couture, où la Caisse de dépôt propose un SRB? C'est vrai. Mais le SRB, il va coûter quelques milliards de dollars, n'est-ce pas? Il va coûter 2 milliards 400 millions, à peu près 3 milliards. Pas un mot là-dessus. La question, c'est est-ce que le gouvernement est prêt à injecter 3 milliards pour la ligne Guillaume Couture? Parce que c'était ça à l'époque de Régis Labaume, le SRB, là. C'était de dire, on ne peut pas déployer un SRB à Lévis, ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens de faire ça. Mais là, le gouvernement, lui, dans ce tableau-là d'estimation des coûts du plan Cité, il n'a jamais répondu à la globalité de ça. Donc, si on veut se donner une vision d'ensemble de la mobilité, il faut donner une réponse globale à ça. Il faut dire, voici la direction, voici où on s'en va. Alors là, on n'en sait plus rien. Qu'en est-il du tunnel de transport collectif Québec-Lévis de 7 km qui est dans le rapport? On ne sait rien. On ressuscite le lien autoroutier, il est attaché où avec le transport collectif? Comment ça marche? On ne sait plus rien. Alors, voilà le problème, d'une absence totale de planification dans la mobilité qui crée le chaos qu'on connaît actuellement. Et vous n'avez pas fini, là, le chaos, même à Lévis, en campagne électorale, vous allez voir, là, tout le monde arrive avec son opinion, mon ami, puis à gauche, à droite. Même chose à Québec, il y a des anti-tramways, il y a des pro-tramways, etc. Alors, si on nous imaginait à Québec, si la personne qui est élue, qui prend le pouvoir, est contre le tramway, comme le mandat n'a pas été donné globalement à une communauté métropolitaine, ça veut dire que demain matin, on tire par-dessus bord tout ce qui a été fait. C'est effrayant de travailler comme ça. C'est effrayant quand on y pense. Alors qu'en France, il y a 40 municipalités qui sont autour de la table pour un tramway. Et même si quelqu'un dit « Moi, j'ai été élu pour revenir de l'arrière avec le tramway », ils ne peuvent plus. Parce que la décision a été prise par la communauté métropolitaine et qui plus est, c'est la communauté métropolitaine qui réalise le projet. Vous me suivez? Donc, un maire ne peut pas arriver selon son caprice. Moi, je remets ça en question. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bien important. Et c'est pour ça que je me dis, ce sont toutes et tous des faux débats. Dans le sens suivant, c'est que nous, on est en faveur du tramway, on l'a toujours dit. C'est essentiel. Puis nous autres, ça va être super parce qu'enfin, on ira plus avec nos autobus à la colline parlementaire. On l'a arrêté d'ailleurs, puis on aura déployé des heures à Lévis, puis on va avoir l'interconnexion. C'est super. Le chaînon manquant, c'est le lien autoroutier que le gouvernement n'a jamais voulu intégrer dans les études. Donc, actuellement, malheureusement pour eux, ils s'en vont nulle part. Ils s'en vont nulle part parce que leur projet de lien, il est accroché nulle part. C'est ça qui est bien plate. Et le tramway,
on est en train de l'accrocher progressivement. Mais encore là, on ne sait même pas, au niveau des banlieues, qu'est-ce qui va arriver. Moi, ça va être un SRP. Comment on va aller chercher les banlieues pour amener de l'oxygène au tramway? Ce n'est pas encore défini. C'est effrayant, là, quand on y pense. On investit des milliards dans un tramway sans savoir comment on va desservir les banlieues puis comment on va aller les chercher. On n'a pas de plan net de la situation. Et le gouvernement n'a jamais dit « je réalise ce plan-là ». Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même important, puisque la phase 1, c'est 9 milliards, la phase 2, c'est 10 milliards, puis la phase 3, c'est 15 milliards. Et on réalise le transfert modal de quoi, 2-3 quelque chose de genre, je ne me souviens plus là, dans l'étude. On réalise ce make transfert modal après avoir investi autant d'argent. Alors la question, qui tue? C'est est-ce que le gouvernement du Québec a eu le courage de dire si oui ou non il allait de l'avant avec 9 plus 10 plus 15? Si la réponse, c'est oui, ça veut dire que tu n'as pas de place pour faire un lien autoroutier, là, oublie ça. Mais à un moment donné, il faut se positionner. Alors moi, j'attends toujours, parce que nous autres, on a adopté une résolution, 2 résolutions pour dire au gouvernement quelle est votre position en regard du plan cité. On n'a jamais eu de réponse. Merci. Excuse, hein, mais je paye la traite un peu. Oui, c'est votre dernière, c'est correct. Étienne Vallière, Journal de Lévis. Vous avez parlé un peu plus tôt concernant le cadre financier que si vous vous représentiez, vous auriez pu faire un peu mieux. Dans un prochain mandat, pour un futur cadre financier. Ouais. Est-ce que vous manquez de confiance envers les candidats qui se présentent pour faire un peu mieux, justement? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est qu'au contraire, et il faut bien le voir dans le sens positif, ils ont un magnifique outil qui est le cadre financier. Et le cadre financier identifie même, vous allez le voir, les économies qu'il faudra faire pour maintenir un compte de taxes acceptable. Si vous allez voir, là, vous allez voir toutes les économies. Et dans le cadre financier, il y a juste une affaire, c'est que les gens ne peuvent plus dire n'importe quoi en campagne électorale. Je vous donne un exemple que j'ai vu là, sur le plan d'effectifs. C'est de la foutaise, parce que le plan d'effectifs a été adopté à l'unanimité. Et je peux vous dire, là, je vais vous présenter, je pourrais vous présenter pas plus tard qu'en décembre 2024, qu'est-ce qui a été présenté au comité plénier en long et en large. Alors, pourquoi on s'est donné un plan d'effectifs? Je vais vous dire pourquoi. Notre population augmente constamment. Alors, si à un moment donné, on veut continuer à donner des services, si les gens disent « Hey, moi, là, ma priorité, c'est les services directs à la population. » Right. Sauf que quand tu augmentes de 25 000 de population, il faut que tu t'attendes à un moment donné, tu vas avoir besoin d'un peu plus de monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le plan d'effectifs, en plus, si vous allez dans le cadre financier, vous allez voir que le plan d'effectifs, il apparaît dans les projections financières quinquennales à la page 22. À la page 22. Je vous dis ça pourquoi? Tu sais, quand je vous dis ça, là, je vous dis les gens ont la chance d'avoir un magnifique outil. Et dans ça, c'est marqué « Plan quinquennal d'effectifs ». 2 500 000 en 2025, c'est ce qu'on est en train de faire, ça a été adopté à l'unanimité. 2 millions en 2026, 2 millions. Ça n'a rien à voir avec la masse salariale. La masse salariale, elle, en parallèle, va continuer à évoluer. Mettons 3 d'augmentation de salaire chaque année. Ça, c'est des nouveaux postes. Et ça a été voté à l'unanimité. Et en plus, on a adopté une résolution unanime qui dit qu'on autorise la direction générale à mettre de l'avant ce plan-là pour les 4 prochaines années. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que je veux juste dire qu'on a un outil extraordinaire de transparence maintenant. On ne l'avait pas avant. Là, on l'a. Alors, c'est difficile pour les gens d'essayer d'en passer au monde parce qu'au fond, les projections sont là. Et ça signifie une chose, c'est que les gens vont devoir dire, s'ils disent « Hey, moi, là, je veux baisser le service de la dette. » Okay? On a un plan quinquennal d'immobilisation. Il faut qu'ils aient le courage de regarder le plan quinquennal d'immobilisation que j'ai ici devant moi et de nous dire, OK, parfait, moi, j'ai le plan quinquennal, et ce plan quinquennal-là, vous allez nous dire, qu'est-ce que vous allez enlever dans le plan quinquennal? Parce qu'en plus, le plan quinquennal, il est super transparent.
les gens ont tout dedans. Ils ont même les chiffres à côté. Vous vous souvenez, on les a, à la demande des gens disaient hey, « ça n'a pas d'allure, on ne met pas les chiffres ». Pourquoi les gens ne mettaient pas les chiffres? Pour éviter de venir influencer les contrats, etc. Mais là, on s'est aperçu qu'il y a plusieurs villes qui le faisaient. On s'est dit, on va le refaire parce que moi, j'aime ça, la transparence. Donc, on a même les coûts. Ce qui veut donc dire que juste avec les informations qu'on diffuse, et tout est public aujourd'hui à la ville, là, je vous dis, là, la transparence à la ville, quelqu'un qui dit « Lévis, ça manque de transparence », bien, moi, vous le dire, c'est la ville la plus transparente des 10 grandes villes, je vous le confirme. On a même fait un comité plénier public sur le budget. Alors, je vous dis ça pour vous dire que il faut, à partir du cadre financier, on ne peut plus dire n'importe quoi. C'est ça, c'est juste ça que je veux dire. Et il faut faire bien attention parce que sur le plan d'effectifs, là, on dit n'importe quoi. Parce que c'est quelqu'un qui, en décembre, a voté pour le plan quinquennal d'effectifs, qui nous dit hey, « moi, je vais jouer les effectifs ». Sachant même que ces effectifs-là qu'on ajoute sont justifiés. Donc, si la personne dit je n'augmente plus les effectifs, je gèle les effectifs. Elle ne peut pas dire qu'elle va améliorer les services directs à la population. C'est impossible. Impossible. Je vous donne un exemple. On a 25 des contrats de vidange qui sont donnés, qui sont à l'interne maintenant pour assurer d'éviter les soubresauts, que parce que l'entreprise privée n'est pas capable de trouver de chauffeur, bien, qu'on n'est pas capable de donner le service, vous voyez. Alors, on compense en disant, nous autres, on a 2 camions. Si tu ne fais pas un job, notre camion va aller ramasser puis on s'envoie la facture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on s'est donné une autonomie, puis avec ça, ça nous permet de ramasser 25 du territoire. Donc, je veux dire, ceci, c'est que le cadre financier, c'est un magnifique outil démocratique. Alors, j'invite la population lévisienne à aller voir le cadre financier. Puis dans le porte-à-porte, là, à poser des questions en regard du cadre financier. L'élément qu'il nous faut bien contrôler à la ville de Lévis, la situation financière est bonne, elle est saine, Raymond Chabot le démontre, c'est écrit dans le cadre financier, vous irez voir. Ce qui nous manque, ce qu'il nous faut maintenant, c'est se doter d'être plus prévisible sur le service de la dette. Parce que là, elle augmente parce qu'on se développe tellement. Et c'est là qu'arrive le qui paye quoi. Et moi, si j'avais refait un autre mandat, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas pour rien que j'ai commandé l'étude sur la diversification des revenus que je vais déposer demain en comité plénier. Tout le monde va l'avoir. Alors donc, pourquoi je la dépose? Parce que je veux que ces gens-là aient en main ces outils-là pour la campagne électorale. Pourquoi? Parce que c'est essentiel. Après, ils prendront les décisions qu'ils veulent. Mais attention aux décisions, parce que moi, je vais vous le dire, là, Lévis, là, on est top niveau pour les relations de travail. Top niveau. Je vous le dis, là, ça, c'est une autre de mes grandes fiertés. On n'a à peu près pas de grève. On a d'excellentes relations de travail. Je vous dirais, là, parmi les meilleures au Québec. Et moi, avant de partir, j'ai pris des photos avec chacun des exécutifs syndicaux parce que c'est ma grande fierté de voir la façon responsable dont agissent nos représentants syndicaux à la Ville de Lévis. Puis je vais vous le dire, notre personnel, c'est notre force de frappe. C'est des gens exceptionnels, extraordinaires. On a 2000 employés à Lévis, là. Puis moi, là, c'est ma plus grande fierté. Ces gens-là travaillent fort. Ces gens-là donnent des rendements qui sont exceptionnels. Et je vous dirais même que moi, je suis un de ceux qui pensent maintenant que le privé ne pourra plus assumer dans un avenir rapproché certaines fonctions qu'ils assumaient dans le passé. Exemple, ça va aller dans l'entretien des gazons, des pelouses, les aménagements paysagers, etc. Pourquoi? Ils n'ont plus la main-d'œuvre. Et leur marge de profit reposait sur quoi? Sur le fait qu'ils payaient mal leur personnel. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de rentabilité. Parce que là, les gens disent « Hey, si tu ne me donnes pas le même salaire qu'à la ville, je m'en vais. » Alors, on a un avantage inouï, puis on va devoir reprendre certains services qui étaient au privé avant. Mais le privé, maintenant, n'a plus une abondance de main-d'œuvre comme il l'avait. Et ça va être des éléments importants à considérer dans l'offre de services à la population. Alors, quand on vient me dire qu'on va geler les effectifs, oh boy! Alors qu'on sait très bien qu'au niveau de l'entretien des parcs, on a à peu près 5-6 personnes par arrondissement, pas plus que ça, là. Vous avez une affaire, mon ami, bonne chance. Puis la population augmente. Les besoins augmentent. Alors, il faut faire attention. Je fais juste dire, allez voir, je vous invite au niveau des médias, allez voir plan quinquennal d'effectifs, puis allez voir les années, là, puis allez voir les ajouts d'argent. Ça, c'est pas la masse salariale.
c'est des ajouts de nouveaux postes qui ont été adoptés unanimement par le Conseil. Puis, est-ce qu'il y a un ou une des 3 candidats à la mairie qui vous met plus en confiance pour aller poursuivre ces avancements-là? Bien, moi, je mets mon chapeau de parti politique. Moi, je suis dans le parti de Lévis Force 10. Alors, bien sûr que moi, je souhaite la continuité. Mais, cela étant dit, je ne jouerai pas à la belle-mère, je l'ai dit pendant la campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, moi, je suis maintenant du passé. C'est fou ce que je vais dire là, mais c'est vrai aussi. Tu sais, je suis du passé. Là. Bon, pas en raison de mon âge, mais à partir de maintenant, la campagne électorale est en cours. Moi, je suis du passé. Alors, l'avenir appartient à qui? Ne m'appartient pas. Il appartient à la population lévisienne. Alors, les gens vont présenter leur plateforme et ce sera à la population d'en décider. Bonjour, Monsieur le maire, ça va bien? Oui. Vous avez l'air en forme? Oui, pas mal, pas mal. Je veux dire, moi, là, je vais vous le dire, c'est ça, les gens de mon cabinet me le disaient, Alexandre, lorsque j'avais dit à un moment donné aux gens de mon cabinet, bon, à compter du mois de septembre, ça va être un peu plus tranquille. Jamais on a travaillé aussi fort. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand à un moment donné, tu es animé par la passion de faire les choses, bien, je pense que moi, ça va être jusqu'au 2 novembre. Puis même après, ça va me faire plaisir de rencontrer. Justement, c'est ma première question. Le après, tantôt, vous avez mentionné que vous alliez rester dans l'espace public pour défendre le 3e lien. Concrètement, comment vous voyez votre implication sur ce dossier-là à moyen et long terme? Au niveau de la Ville, regardons comme il faut au niveau de la Ville, c'est que c'est sûr que je vais bien me préparer pour accueillir la nouvelle personne qui va être élue par la population lévisienne. Alors, je vais lui demander peut-être, si elle le souhaite, bien sûr, peut-être au moins une avant-midi complète, là, où je vais faire un bon tour d'horizon de tous les dossiers. Mais sur le 3e lien particulièrement, vous aviez dit que vous alliez rester, vous allez défendre ce projet-là le 3e lien, pourquoi je peux me permettre de rester dans l'espace public? Parce que le 3e lien est un dossier gouvernemental, ce n'est pas un dossier de ville. Donc, moi, je vais continuer, parce que là, il y a une élection provinciale qui s'en vient. Alors, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais continuer à être préoccupé par cette question-là. Et compte tenu des éléments que je vous ai apportés sur le fait que même les études de la Caisse de dépôt sur le lien autoroutier, c'est très partiel. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai fouillé pas mal toutes les études. Alors, j'ai pas mal d'informations que je vais conserver au moment opportun. Mais c'est sûr que là, je vais rester actif. Mais c'est plus un dossier gouvernemental qu'un dossier de ville. Là, je dois vous poser la question parce que je vous ai demandé comment vous alliez rester impliqué, puis vous m'avez dit qu'il y a des élections provinciales. Est-ce que vous ouvrez la porte à vous présenter aux provinciales? Pour le moment, non. OK. Je prends des vacances. C'est le pour le moment qui m'intéresse. Comment est-ce que vous souhaitez qu'on se rappelle de vous? En 1 ou 2 phrases. En 1 ou 2 phrases, c'est d'être passé d'une ville de banlieue à une grande ville. Une grande ville qui stimule la richesse, qui va chercher de la richesse et qui la réinvestit dans la qualité de vie. Donc, nul doute que l'aménagement de la bordure fluviale et la construction navale sont les 2 éléments clés importants, et notamment la construction navale. Je vais vous le dire, là, juste avec ce qui s'en vient au niveau de la construction navale, Lévis va devenir le grand pôle manufacturier de tout le Québec. C'est sûr. Je dis de tout le Québec. Quand je dis Lévis, Lévis est la capitale nationale, la région Chaudière-Appalaches. Nous sommes déjà au 2e ou 3e rang. Mais vous voulez qu'on se rappelle de vous comme étant lié à ce résultat? Au résultat, oui, bien, au niveau de la construction navale, c'est sûr, parce que honnêtement, là, si on n'avait pas eu le comité permanent industrie des Lévis, ça ferait longtemps que le chantier serait fermé. Ça ferait longtemps. Disons qu'il aurait fermé là, dans les années 90, c'est sûr, parce que souvenez-vous, à l'époque, même au niveau de la population, il n'y avait pas d'appui. Les appuis s'effritaient de plus en plus, avec les gestions déficientes en plus qu'on a connues au fil des années. Mais c'est vraiment les travailleurs de la DEVI. On a même créé, comme comité, on avait même des programmes de support en employabilité qu'on gérait au niveau du comité. Là. Tu sais, c'était quand même assez important. Donc, construction navale et surtout d'avoir amené Lévis
au 7e rang, au vrai 7e rang qu'elle occupe, dans un développement harmonieux entre le développement et la qualité de vie. Et ça, c'est la raison pour laquelle on remet à jour notre schéma pour la densification. Ça m'apparaît important. Tu me permets d'autres questions? Oui. Moi aussi, je me gâte. Tantôt, quand vous avez commencé votre conférence de presse, vous avez prévenu les gens qui se présentaient, puis le prochain conseil contre le clivage politique, puis la polarisation. Est-ce que vous avez l'impression que le prochain conseil va être plus difficile à gouverner que ce que vous avez connu? Moi, jusqu'à maintenant, ce que je vois dans les débats, là, au niveau des 3 partis politiques, puis encore là, je ne veux pas jouer à belle-mère, je l'ai dit, mais dans les débats, j'y vois de façon générale. Là, ce que je vois dans les débats actuellement, c'est que je pense que la situation est saine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les débats me semblent corrects. Bon, il y a quelques prises de bec, ça c'est normal, là, mais dans l'ensemble, ça m'apparaît sain. Alors, ce qu'il faut relever comme défi à Lévis, en raison du dynamisme de la communauté qui est hors de l'ordinaire, je le dis, là, c'est qu'il faut vraiment, et c'est le conseil que je donnerais aux partis politiques, là, une fois que vous êtes élus, là, essayez toujours d'aller chercher les consensus autour de la table du Conseil. Vous l'avez vu, là, les villes qui sont complètement paralysées au Québec, là, en raison des clivages. Alors, c'est ça qu'il faut éviter le plus. Parce que la population a horreur de ça. Et l'exemple vient de haut, si on crée nous-mêmes des clivages, quel effet on a sur la population? On a un effet de démobilisation. Et pourquoi on a réussi dans les dernières années, M. Carmichael, j'allais dire Simon, mais pourquoi on a réussi dans les dernières années? On a réussi parce qu'on essayait toujours d'aller chercher ces consensus-là. Même si j'avais une équipe, tout le monde dit, bah oui, mais c'était les gens de la même équipe. Mais moi, je peux vous dire une chose, tous les 15 jours, je tenais un caucus. Tous les 15 jours, je tenais un caucus de mon équipe et je faisais un tour de table. Dites-moi ce qui se passe dans vos quartiers, comment ça va, c'est quoi les problèmes, les enjeux, etc., etc. Alors, il faut être capable. On peut avoir nos valeurs, on peut avoir nos ambitions, mais il faut être capable de les laisser un petit peu à la porte quand on entre dans le comité et de voir que les autres pensent différemment et que peut-être on pourrait intégrer leurs idées ou on pourrait quand même trouver des voies de passage. Trouver des voies de passage. Développer des consensus. Vous mentionnez que vous aviez quand même une très forte majorité au Conseil la dernière fois, encore plus forte que la fois d'avant. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un Conseil minoritaire à Lévis? Non, moi, c'est pas une préoccupation parce qu'au fond, c'est la population qui décide d'avoir son représentant dans le quartier dans la mesure où on va sortir du dogmatisme. C'est ça qui est important. Quand tu es maire, que tu es leader, tu regardes les 15 personnes qu'il y a autour de la table, tu regardes les diverses tendances et tu essaies d'aller chercher le maximum pour la collectivité. Et des fois, c'est intéressant parce que les gens, s'ils sont élus, c'est parce qu'ils représentent quand même un courant d'idées. Alors, comment on fait pour relier ensemble ces courants d'idées-là et trouver des dénominateurs communs? C'est ça le défi. Puis c'est ça, être leader et au niveau notamment au niveau municipal. Parce qu'au niveau municipal, je dirais que par rapport au provincial, par exemple, on est moins pris dans les carcans politiques, là, dans les lignes de parti. C'est moins évident. Donc, ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre parce qu'entre nous, est-ce que vous pensez sincèrement que les citoyens à Lévis font la différence entre Repensons Lévis, Lévis Force 10 et Prospérité Lévis? Le monde, ils ne savent pas. Il y en a même qui pensent qu'il y a des candidats là, mais lui, est-il avec toi? Bon, etc. Alors, ça joue moins ces lignes de parti-là. Raison de plus, pour une fois élu, tenir compte du fait que la population, des fois, envoie des messages en disant, ben oui, on a cet aspect-là du développement, on veut que ça continue, mais en même temps, on veut que l'aspect qualité de vie, je donne ça comme exemple, là, soit aussi pris en compte. Alors, à ce moment-là, le rôle du maire, c'est de dire comment je fais pour canaliser ces énergies-là et faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble et en confiant des responsabilités à chacun aussi. Ça, je pense que c'est important de le faire. Moi, je l'ai fait et je pense que ça a bien fonctionné, n'est-ce pas, dans l'ensemble, là. Je dirais donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les gens, même s'ils ne sont pas dans la majorité, peuvent se réaliser, premièrement, et réaliser un bon travail. Dernière question.
Bon, vous avez dit que vous alliez appuyer Lévis Force 10, qui était votre parti, puis les décisions qui ont été prises. Mais moi, ma question est plus concrète que ça. Est-ce que pendant la campagne, on va vous voir aux côtés de Mme Demers? Bien, écoutez, moi, c'est sûr qu'à un moment donné, certains candidates m'ont demandé de faire du porte-à-porte. Je le ferai avec plaisir. Alors, donc, ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais là où il faut que je sois prudent dans mes interventions, c'est que je ne veux pas me substituer à notre leader qui est maintenant en place. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est important. C'est important d'en tenir compte. C'est que moi, là, je ne suis plus là. Je suis dans le passé. Alors donc, il faut pas que je porte ombrage aux éléments nouveaux que notre leader, Isabelle, pourrait apporter au sein dans son programme, etc. Là. Sinon... il ne faut pas voir ça comme un manque d'appui pour Mme Demers. Vous Non, êtes complètement derrière Mme Demers. Parce qu'on ne vous a pas entendu le dire. On vous entend dire « j'appuie mon parti ». J'étais là lors de la candidature, lors de l'investiture, lors de sa présentation mais pas au lancement de campagne. Fait que j'aurais ça... Bien, ce que j'ai dit, c'est que j'allais laisser à la population le choix de choisir. Il faut faire attention. Alors donc, à ce moment-là, vous comprendrez que... Honnêtement, M. Gamaca, je pourrais intervenir à chaque semaine. J'aurais de la matière en masse. Je vous donne l'exemple ce matin sur le plan d'effectifs. Bon, je suis intervenu sur le plan d'effectifs. Justement, vous ne trouvez pas ça difficile de rester en marge de la campagne? Bien, c'est toujours difficile. Mais à un moment donné, c'est ce qu'il faut faire. Si vous croyez en la démocratie, si vous pensez... Alors moi, je pense que la population est assez responsable pour faire elle-même ses choix. Elle n'a pas besoin d'un maire sortant pour lui dire pour qui voter. C'est juste ça que je veux dire, si je me résume. Sinon, ben, c'est comme si j'allais à l'encontre de... c'est comme si je disais, je vais vous aider à faire votre choix, tu sais. C'est pas mon rayon. Je joue pas là-dedans parce que moi, j'ai été élu à travers ma carrière, souvent dans une équipe, mais souvent indépendant. Alors, je pouvais arriver, si par exemple l'équipe qui se présentait n'était pas dans mes valeurs, ben je me disais, merci de m'avoir approché, mais cette fois-ci, je me présente indépendant. Je l'ai fait à quelques reprises. J'ai été élu même, tu sais. Mais tout ça pour vous dire que les valeurs, c'est important. Mais une fois élu, c'est le mot intérêt collectif qui doit primer surtout. Puis la dernière valeur, je vais vous la donner. La dernière valeur, prérequis absolu. L'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, c'est ce qui vous permet de donner une vision, des orientations. Vous l'avez vu sur les laboratoires, vous l'avez vu dans un tas, où est-ce qu'à un moment donné, tu es équitable avec tout le monde. Et ça, l'intégrité, c'est fondamental. Fondamental. L'exemple vient de où? Alors moi, quand je suis arrivé à la ville, il y a une série d'affaires que j'ai effacées des écrans radars. Les gens savent que je ne suis pas un dépensier. Tu sais, moi, les factures de restauration en 3-4 ans, ça peut représenter pour la ville 1 600 $. C'est à peu près uniquement les repas que je prends à l'Union des municipalités. Mais pourquoi? Parce qu'il faut donner l'exemple. Puis on a le tiers de notre salaire qui sert à de la représentation. Il ne faut pas l'oublier. Les gens, ils font comme s'ils incluaient ça dans leur salaire, puis ils disaient le reste, il faut que la ville paye. Non, pas vrai. Alors, faites attention à ça. Et l'intégrité, là, c'est fondamental. Fondamental. Alors moi, je refuse jamais de rencontrer des gens, mais si on va au restaurant, je dis non. Ah ouais, mais c'est juste 15 $. Mademoiselle, vous faites 2 factures. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est la clé numéro 1 qui vous ouvre la porte à la réussite. Et pourquoi l'intégrité est essentielle? En raison du fait que c'est pourquoi on est là. Moi, mes actionnaire, mettons que je le regarde en termes de business, c'est les 159 000 de la population lévisienne. Sont toutes et tous des actionnaires. Alors, c'est l'intérêt collectif qui doit primer. Et une des conditions essentielles à l'intérêt collectif, c'est l'intégrité. Et ça, c'est une discipline que vous devez avoir. Moi, en arrivant, j'ai éliminé la participation des élus au tournoi de golf. J'ai éliminé un tas d'affaires.
Parce que j'ai dit, si tu vois un tournoi de golf, c'est parce que tu y crois. On finance déjà cet organisme-là. Donc, si toi, tu y crois personnel, prends-le dans tes frais de représentation, dans ton tiers. Mais tu ne feras pas payer la ville. On ne t'enverra pas un tournoi de golf payé par la ville. Je les ai coupés. Ça, c'est le premier mandat. Comme par hasard, j'ai eu 80 de diminution de participation au tournoi de golf. Donc, qu'est-ce que ça signifie? L'intégrité. C'est extrêmement important. Je vous le dis là, tel que je le pense, là, parce que c'est la condition sine qua non à l'intérêt collectif. Vous ne pouvez pas privilégier l'intérêt collectif si vous n'êtes pas intègre. Il me semble que ça va, c'est basic, ça va de soi. Alors voilà. Mais ça a été le fun de travailler avec tout le monde, les membres du conseil, la ville, la population. Et là, je rencontre beaucoup de monde. Je vous dirais à quel point j'ai des commentaires positifs. C'est incroyable, là. Tous les gens que je rencontre, à l'épicerie, à la quincaillerie, un peu partout. Alors, je suis très fier de cette reconnaissance-là. Mais encore une fois, être élu, c'est un privilège. Puis, voilà. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. C'est ce qui va conclure la conférence de presse. Passez une super journée.